Bonjour à tous, bienvenue dans mon premier podcast, dans ce premier épisode dans lequel je vais un peu me servir de cet épisode finalement comme chapitre zéro de cette série de podcasts sur lequel je vais essayer de vous présenter de manière beaucoup plus longue, détaillée et aussi plus spontanée, vu que là j'ai rien écrit, je fais tout à la mémoire on va dire. J'ai envie donc de vous partager un peu ma philosophie de vie. Donc voilà, aujourd'hui, pour vous partager ma philosophie de vie correctement, je vais d'abord commencer par vous présenter qui je suis et qu'est-ce qui m'a amené à penser à ma philosophie de vie. Voilà. Avant que quoi que ce soit commence, je précise qu'il n'y a aucune injonction d'ordre, il n'y a aucune injonction voilà, c'est pas des vidéos motivation, je cherche pas à vous obliger à penser comme moi, je cherche pas à vous imposer une façon de penser, c'est vraiment presque, enfin c'est de la philo en fait, c'est-à-dire que juste je vous partage comment je pense et ce que je pense et ce que vous en faites, ça ne regarde que vous. Voilà, mais j'avais juste l'envie de le partager parce que je l'ai déjà commencé sur TikTok, que ça plaît à un certain nombre et donc voilà que je continue. Alors du coup, on va commencer très simplement par qui je suis. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas ou qui me connaîtraient depuis pas longtemps, moi je m'appelle Louis Lacoste, j'ai 21 ans. Actuellement, je suis en Master 1 de physique fondamentale et application à la Sorbonne. Voilà, si vous voulez des détails sur mes études, n'hésitez pas à venir sur TikTok, j'en parle plus en détail. Du coup, aujourd'hui, ça va être l'occasion de commencer cette série de podcasts dans laquelle je parle de ma philosophie de vie en vous présentant exactement qui je suis, d'où je viens et qu'est-ce qui m'a amené à penser comme ça. Du coup, on est parti. Alors d'abord, je vais commencer par le contexte. Donc j'ai 21 ans, je suis donc né le 2 mars 2002 à Toulouse. Je suis toulousain de naissance, j'ai toujours grandi là-bas et c'est que cette année que j'ai déménagé à Paris. Je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai vécu dans mon enfance parce que j'ai vécu une enfance en fait somme toute très heureuse. J'ai été très bien entouré, j'avais mes deux parents, j'avais des frères, j'avais une famille qui m'aime, c'était vraiment absolument génial. Mais bon, on va sauter directement à ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire comment est-ce que un garçon chez qui tout va bien et chez qui il n'y a jamais eu de problème en est amené à devoir s'intéresser à la philosophie pour aller mieux dans sa vie, parce que quand il faut aller mieux dans sa vie, c'est que du coup on va pas bien dans sa vie, c'est absolument logique. Du coup, pour tout vous recontextualiser, je vais malheureusement devoir parler beaucoup de moi et vraiment dans le détail de moi. J'aime pas faire ça, mais bon, je pense que c'est important pour vraiment cerner totalement ma philosophie de vie et la comprendre, parce que sans ça, du coup, ça fait juste quelqu'un qui raconte des choses sans les avoir vécues. Et j'aime quand même me dire que j'ai vécu des choses et je préfère que vous le sachiez. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la base de tout ça, ce qui m'amène à vous parler de tout ça, ce qui m'a amené à réfléchir sur ma philosophie, globalement, le thème général qui revient, c'est l'amour. Et quand je parle d'amour, moi en tant qu'hétérosexuel, c'est donc l'amour que j'ai eu avec des femmes, le sentiment amoureux. C'est surtout ça qui m'a amené voilà, à réfléchir à toute ma personne dans une partie beaucoup plus globale. Parce que l'amour, évidemment, c'est quelque chose, c'est un sentiment qu'on ressent très fort et tout. Mais c'est aussi quelque chose qui, quand il n'est pas là, a aussi des effets très néfastes, surtout si, en l'occurrence, on l'a eu et que maintenant on ne l'a plus. Enfin bon, voilà, c'est les ruptures, les rencontres, tout ça, vous savez très bien de quoi je veux parler. Mais voilà, je voulais vous dire que toute ma philosophie, elle tient sa source dans les problèmes amoureux parce que c'est là où je me suis senti le plus seul, parce que c'est là où je me suis senti le plus mal de ma vie, parce que c'est ça qui fait vraiment cet effet-là sur moi, c'est l'amour qui me fait le plus mal en fait de ce que j'ai vécu. Alors ça veut dire deux choses. La première, ça veut dire que déjà je suis pas quelqu'un de malheureux si on compare à d'autres échelles, c'est-à-dire que par exemple je n'ai pas vécu de guerre, je n'ai pas de parents qui m'ont abandonné. Donc évidemment tout le malheur entre gros guillemets duquel je vais parler, c'est un malheur à mon échelle. Mais vous le savez, et j'en ai déjà plusieurs fois parlé, ça sert à rien de me dire de relativiser parce que relativiser ça ne marche pas vu que chacun souffre à sa manière et que par exemple vous allez dire à quelqu'un de très riche mais qui est dépressif qu'il n'a aucune raison de souffrir, le fait est qu'il souffre, donc plutôt que de s'intéresser à sa légitimité à souffrir ou non, on va aujourd'hui juste s'intéresser à comment est-ce qu'on peut essayer de gérer ça.
Voilà, du coup, moi, dans mon cadre, je vais beaucoup parler de souffrance amoureuse, mais en fait, cette souffrance-là, on peut l'élargir à une souffrance amicale, à une souffrance affective de manière générale, puis même globalement, on peut les généraliser à juste un mal-être profond où on se sent pas bien dans sa peau. Enfin bon, ça, je développerai ça au fur et à mesure des autres épisodes, mais voilà, c'était juste pour vous prévenir que ce dont moi je vais parler, c'est l'amour. Je vais en parler de manière à vous faire comprendre à quel point ça m'a réellement fait souffrir, mais je sais très bien que je ne suis pas l'être qui est le plus à plaindre au monde, c'est pas du tout ce que je cherche, je ne cherche ni compassion, ni validation, ni quoi que ce soit, c'est juste pour vous présenter le contexte de ma réflexion globale, pour vous dire d'où est-ce que ça vient et d'où est-ce que ça part, voilà, comme ça vous êtes au courant. Bref, maintenant que tous les warnings sont faits, on va pouvoir donc commencer concrètement à parler du coup de ma vie et de comment j'en suis arrivé là. Alors pour ma part, c'est à 17 ans, en terminale au lycée, que j'ai eu la chance de goûter au sentiment de l'amour, être amoureux pour la première fois. Alors c'est pas un podcast sur l'amour, donc je vais pas exactement définir comment est-ce que j'ai su que j'étais amoureux. Je vais pas non plus rentrer dans les détails de ce que ça a été la relation, voilà, c'est juste encore une fois une mise en contexte. Mais du coup, voilà, je suis tombé amoureux d'une fille de ma classe. C'était absolument génial. On a vécu un amour absolument fou à partir de la terminale. Malgré le Covid, ça s'est très bien passé. On partait en vacances ensemble, chacun rencontrait les parents de l'autre, on partait même en vacances avec les parents de l'autre. On est resté au total 2 ans ensemble, donc de la terminale jusqu'au décembre de la L2, jusqu'au mois de décembre de la L2, qui correspond donc pour moi au mois de décembre 2021. Et là, au mois de décembre 2021, bon, ça faisait 2 ans, on avait vécu un peu le supérieur ensemble, on sentait que quelque chose était un peu en train de disparaître entre nous, voilà. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails personnels pour des raisons évidentes, mais on en est arrivé à la décision commune de se séparer et de chacun faire notre vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette décision-là, c'est quand même moi qui l'ai initiée, même si la fille en face était évidemment d'accord et sur la même longueur d'onde, c'est moi qui l'ai dit en premier, qui l'ai formulé. Parce que dans le même temps que tout ça, j'allais avoir pour la première fois mon appartement tout seul à Toulouse. Je commençais doucement à découvrir les joies de sortir, de faire la fête. Je commençais à voilà, avoir envie de commencer à vivre la vie étudiant parce que du coup j'étais le mec en couple depuis 2 ans. Et voilà, vous connaissez tout ce qui va avec, l'envie de savoir qui on est vraiment, l'envie de savoir si on s'est toujours dragué, enfin tout ce qui va avec. Du coup, ayant mon appart en décembre 2021 et commençant comme ça, il se trouve que je passe 4 mois absolument géniaux à juste m'amuser dans ma vie, me dire que j'ai jamais eu besoin de cette fille. Et c'est là justement où la première partie de la philosophie va commencer à arriver. C'est que en fait, pendant un certain temps, j'ai vécu avec une idée presque de vengeance. C'était pas totalement de la vengeance parce que cette fille ne m'avait rien fait de mal, mais c'était plus de la vengeance envers la vie, de la revanche, c'est-à-dire un côté où je voulais vraiment faire ce que la vie m'avait empêché de faire pendant plusieurs années. J'avais envie voilà, de prendre ma revanche sur ce qu'on m'avait un peu imposé de faire, ce qui d'ailleurs c'est stupide de dire on parce que personne ne m'a jamais imposé ça. De toute façon, il faut bien comprendre que cette époque-là, c'est une époque, je ne vais pas dire que je la regrette, parce que évidemment, c'est ce qui fait du coup aujourd'hui que j'en suis là à vous parler de ça, donc quelque part c'est bien, mais c'est clair que c'est une passe que je souhaite que personne fasse, parce que ça fait du mal à nous, ça fait du mal à l'entourage, ça peut faire du mal à beaucoup de gens. Mais voilà, le fait est que je l'ai vécu, j'ai eu une passe où j'étais dans une optique vraiment de revanche envers la vie. Je voulais juste faire ce que la vie m'avait empêché de faire en guise de sensation, de goût, de vengeance. Sauf qu'au bout d'un moment, la vengeance, ça s'essouffle et la vengeance, on aura l'occasion d'en reparler, c'est quelque chose qui n'est pas durable sur le long terme comme objectif, comme manière de vivre, parce que la vengeance, ça finit toujours par s'estomper. Et du coup, au bout de 4-5 mois, donc on était aux alentours du mois d'avril-mai, il s'est avéré que ce sentiment de vengeance envers la vie était en train de me quitter parce que j'avais l'impression de largement avoir rattrapé le temps perdu. Et du coup, je me suis retrouvé avec un sentiment de vide absolu. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans la situation où je ne voyais pas ce qui pouvait me pousser à vivre en fait. Je me disais, j'étais pas particulièrement désireux de mourir, j'étais pas particulièrement désireux d'arrêter de vivre, mais je ne voyais juste pas la raison de continuer à vivre en fait. Je me demandais, mais ça sert à rien, c'est bon, t'as goûté tout ce que tu voulais goûter sur la vie, aujourd'hui là t'as plus rien à faire, donc à quoi bon rester là en fait?
Puis évidemment, avec ça, du coup, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, la première idée qui m'est venue pour essayer de pallier à ça, ça a été évidemment de retourner vers la fille que j'avais quittée parce que je me suis dit, bah, c'est elle qui a donné un sens à ma vie, que ce soit par sa présence ou son absence, donc j'ai envie qu'elle en redonne un d'une manière ou d'une autre, donc je suis retourné la voir. Évidemment, c'était totalement infructueux et ça aurait dû surtout m'être interdit parce que du coup, une fois que je l'ai retrouvée, bah, évidemment, elle m'a dit non, désolé, je ne suis plus intéressé. Et même moi, je le faisais. Mais au fond de moi, je me demandais pourquoi. Parce que je savais très bien que si, quand bien même elle aurait dit oui, je sais qu'on serait tombé dans les mêmes travers qui avaient fait qu'on s'était arrêté quelques mois plus tôt. Mais même en étant conscient de ça, j'ai quand même insisté pendant 2 3 mois. Alors évidemment, quand je dis insister, ça ne veut pas dire que j'étais chez elle tous les matins, ça veut juste dire que je la relançais par message pour lui demander est-ce que tu veux bien qu'on aille boire un verre. J'ai jamais été insistant au point que ce soit dérangeant dans sa vie, je tiens à le préciser, et je lui ai toujours demandé de me dire si j'étais irrespectueux ou pas. Elle m'a dit que je l'ai jamais été. Bon, peut-être qu'elle l'a aussi caché. Ça, c'est d'autres détails qui sont plus dans le cadre personnel. Encore une fois, on essaye de réfléchir plus globalement ici. Mais voilà, le fait est que une fois que cette étape est passée, eh ben, je me suis retrouvé complètement vide et surtout que la raison de vivre que j'avais avant ne voulait plus entendre parler de moi. Donc je me suis retrouvé sans raison de vivre. Bon voilà, ça nous amène tout ça gentiment au mois de juillet 2022. Et là, par chance, on va dire, enfin vous allez appeler ça comme vous voulez plus tard quand vous aurez toute l'histoire, mais par chance, je rencontre une nouvelle fille qui est absolument incroyable, de laquelle je tombe éperdument amoureux. Voilà, je retombe amoureux pour la deuxième fois de ma vie. En plus, je sais, du coup, j'ai une base pour savoir ce que ça fait d'être amoureux. Donc là, je sais que je le suis encore plus que je l'avais été la fois d'avant. Même si on n'est jamais amoureux de la même manière, je ressens juste une émotion plus forte. Et c'est vraiment l'été de mes rêves, l'été que je rêvais de passer dans ma vie avec une fille que j'aime. C'est absolument incroyable. Mais encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails évidemment. Le fait est que même si je vis le rêve, cette relation reste quand même plus ou moins assez toxique, dans le sens où il y a du désintérêt puis du re-intérêt qui est fait, de la provocation, il y a un peu de la distance qui est mise pour se retrouver, il y a des choses, voilà, des traits assez toxiques qu'on peut totalement reconnaître dans une relation toxique. Et évidemment, comme c'était une relation toxique, il y avait aussi beaucoup de non-dits, beaucoup de choses que je m'empêchais de faire alors que j'aurais dû les faire, etc. Bref, encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails. Et je me suis donc retrouvé en octobre 2022, donc c'était il y a un an tout pile, à me faire larguer. Cette fois, c'était pas du tout mutuel, c'est vraiment elle qui a décidé de partir. Et donc, elle est partie. Et là, cette fois, autant la première fois, le vide, je me le suis retrouvé après m'être vengé. Là, je me suis juste retrouvé vide alors que je n'avais rien fait. Alors, je précise qu'à l'époque, je ne connaissais rien au stoïcisme, mais aujourd'hui, si ça arrivait à quelqu'un, la première chose que je dirais, c'est ce que Épictète dit, à savoir, il ne faut pas te soucier de tout ce qui est hors de ton contrôle. Et du coup, maintenant, on va pouvoir attaquer la vraie partie intéressante. Maintenant que j'ai bien contextualisé toute cette histoire, on va donc passer à la partie qui intéresse tout le monde, c'est comment, cette fois-ci, comment j'ai appréhendé ce nouveau vide qui m'est apparu sous mes pieds, comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir, comment est-ce que je m'en suis servi, etc. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce vide que j'ai ressenti après cette seconde rupture était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que le vide que j'avais ressenti à ma première rupture. Alors ça s'explique peut-être par le fait que j'étais beaucoup plus amoureux, ça s'explique aussi peut-être par le fait que vraiment je me voyais totalement finir ma vie avec cette fille, enfin bref, ça s'explique par plein de choses, mais voilà, le fait est que une fois qu'elle est partie, je me suis senti encore plus vide que je ne l'avais été. Alors on parle d'un vide, je ne sais pas si le mot dépression est adapté, parce qu'encore une fois je ne me suis pas fait diagnostiquer, j'ai jamais vu de psychologue à cette époque, j'ai tout essayé de régler par moi-même, ce qui n'est pas la solution, hein, et j'aurais peut-être dû en parler plus avec d'autres gens, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, le fait est que on ne peut pas appeler ça de la dépression. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ça de la grosse déprime, on va dire. Mais alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait avec cette grosse déprime? Parce que c'était quand même une déprime importante, c'est-à-dire que je pleurais tous les jours, tous les matins au réveil, tous les soirs en m'endormant. Je pleurais dans la voiture, je pleurais pendant les cours, je pleurais tout le temps comme ça. C'était vraiment une période
assez douloureuse de ma vie et très sombre, même si j'ai fait moins de choses entre guillemets graves que la première rupture où j'ai fait des choses que j'aurais aimé ne pas, que j'aimerais ne pas refaire. Mais en tout cas, lors de cette deuxième rupture, même si j'ai fait des choses moins graves, dans ma tête, je me sentais encore pire et ça, c'était vraiment absolument atroce. Mais c'est avec beaucoup de chance, et c'est là du coup je vais enfin rentrer dans comment est-ce que j'en suis arrivé là, c'est avec beaucoup de chance que c'est à cette période-là en fait que les mèmes, que la trend et que tout ce qui est sorti de ça sur TikTok du No Enemies Arc est apparu en fait. C'est-à-dire que moi je pense que j'étais comme vous à cette époque-là, c'est-à-dire que sur TikTok je voyais juste avant ça l'émergence de gens qui mettaient des slideshows, donc vous savez les photos qu'on peut faire défiler, avec des choses absolument déprimantes, c'est-à-dire des gens qui se sentent profondément seuls, profondément déprimés, au fond du seau, qui sentent qu'ils ne peuvent rien faire de leur vie et qui partagent leurs émotions très négatives sur Internet. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'y identifient. C'est ce qui allait aussi avec le hashtag real pour réel, où les gens disaient oui, je me sens seul, tout le monde s'en fout de moi, etc. Tout le monde s'en plaignait. Il y avait même des gens qui commençaient carrément sur Internet à parler de leur suicide très proche. Enfin bon, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez négatif. Et moi, je baignais là-dedans. En plus, à cette époque-là, je consommais beaucoup de TikTok. Et moi qui baignais là-dedans, bah, évidemment, je sentais j'aimais ça presque comme une couverture très chaude un soir d'hiver, alors qu'il faudrait quand même faire des trucs dehors. Mais voilà, je ne sais pas comment expliquer. Je me sentais tellement bien en regardant ces TikTok déprimants. Peut-être que vous aussi, vous le faites aujourd'hui. On reparlera de ça plus tard. Mais voilà, je me sentais trop bien en voyant ces TikTok. Et un jour, par une chance inouïe de cet algorithme, de cette application, apparaît sur mon feed une vidéo qui contenait le hashtag The Indomptable, je ne sais pas trop comment le dire en anglais, l'indomptable esprit humain, The Indomptable Human Spirit. Et en fait, cet hashtag est absolument merveilleux parce qu'il représente le fait que donc l'esprit humain est indomptable, c'est-à-dire que l'esprit humain peut tout vaincre. Il y avait des musiques très très entraînantes, très enrichissantes qui te donnent envie de pousser des montagnes. Donc vous avez par exemple, pour ne citer que la plus connue d'entre elles, c'est Viva la Vida de Coldplay évidemment. Quand on l'entend, on a envie de remuer des montagnes, de se sentir de sentir qu'on est humain et que juste le fait d'être humain, ça nous permet avec les limites de notre esprit de pouvoir faire des choses de fou furieux. Et en même temps que ça, je vois apparaître le hashtag No Enemies, donc qui faisait référence à une phrase prononcée dans Vinland Saga. On reviendra aussi sur Vinland Saga beaucoup plus tard évidemment, mais qui donc cette phrase très connue, no, I have no enemies, je n'ai aucun ennemi. C'est-à-dire vraiment ce côté où on peut totalement vivre sa vie sans avoir le moindre ennemi. Pareil, là aussi on reviendra, je précise que cette vidéo est vraiment une vidéo de présentation globale de comment j'en suis arrivé là, pas une vidéo dans les détails, mais vous voyez un peu les thèmes qu'on va aborder plus tard. Et donc en voyant toutes ces vidéos de très bonne humeur, je me dis mais attends en fait il y a peut-être de la lumière au bout du tunnel là que je suis en train de vivre. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Et donc je commence à consommer beaucoup de ça. Je commence à enregistrer ces vidéos, à les like pour que ça tombe plus souvent dans mon algorithme et ça marche. Il y en a de plus en plus. Je découvre des choses absolument fascinantes. Je découvre des citations philosophiques. Je découvre des gens qui pensent ça, des gens qui arrivent à mettre des mots sur des choses que j'aimerais ressentir mais que j'arrivais pas à ressentir. C'est absolument merveilleux. Je découvre vraiment une toute nouvelle facette de moi où je me dis qu'en fait, tout ce que je voulais être et tout ce que je voudrais faire dans mes rêves les plus fous, en fait, c'est possible et qu'il me suffit juste d'essayer, de me concentrer dessus. Et en plus, c'est très encourageant parce que ces vidéos-là, il n'y a aucune injonction. Ce n'est pas des vidéos motivantes où on t'insulte pour te motiver. C'est des vidéos où on te dit tu es capable de faire ça, ça prendra le temps que ça prendra. L'important, c'est pas qui tu étais, mais qui tu es en train de devenir. Bref, plein de choses qui, moi, m'ont vraiment beaucoup encouragé. C'est même allé jusqu'à me faire pleurer. J'ai déjà pleuré devant un TikTok où quelqu'un montrait. Bon, à l'époque, c'était le début de ça, donc ça m'a fait pleurer la première fois que je l'ai vu. Mais vous savez, c'est les slideshows où on fait défiler en disant voilà, je vais te présenter quelqu'un qui n'a jamais rien lâché dans sa vie. Et en défilant, tu vois un écran noir et en fait, tu te vois dans le reflet de ton téléphone. Et du coup, tu vois que la personne parlait de toi. Et quand j'ai vu ça la première fois, quand cette traîne venait de sortir, j'ai totalement pleuré
parce que je me suis dit, mais oui, c'est vrai, ce mec a raison. C'est drôle qu'il m'ait fallu un random sur Internet et pas juste, je sais pas, mes parents à qui j'aurais pu m'en parler et qui m'auraient dit peut-être exactement la même chose. Mais là, de voir un random sur Internet en parler, je me suis vraiment dit, mais c'est super, ça veut dire que c'est possible de s'en sortir. Et donc maintenant, ça va être mon objectif. Alors quand déjà on passe de je suis pas bien, mais je sais pas comment m'en sortir, à je suis pas bien, je sais pas comment m'en sortir, mais je sais que je veux m'en sortir, c'est déjà un bon début. Parce que la volonté de s'en sortir quand on n'est pas bien, ça aussi c'est quelque chose dont on aura l'occasion de reparler, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. C'est-à-dire que tous les gens qui vont pas bien ne veulent pas forcément s'en sortir. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mais donc nous voilà, nous sommes donc en maintenant novembre 2022 et j'ai décidé de vouloir m'en sortir et de vouloir me sentir mieux. Et du coup maintenant je vais vous parler de comment est-ce que j'ai fait petit à petit jusqu'à en arriver aujourd'hui à vous sortir un podcast un an plus tard là-dessus. Donc maintenant, on va pouvoir se concentrer sur peut-être ce qui vous intéresse un peu plus, à savoir comment est-ce que je m'en suis sorti, une fois que j'ai savais que c'était possible de s'en sortir et que surtout c'était ma volonté, comment est-ce que donc j'ai fait pour m'en sortir. Alors d'abord, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je n'ai pas commencé par lire des livres sur ces sujets. Parce que là, pour l'instant, je vous ai juste parlé de vidéos ou même de slideshows sur Internet qui sont donc juste des photos avec du texte que j'ai commencé à regarder. Mais une fois que j'ai vu ça, j'ai quand même eu envie de pousser la chose un peu plus loin. Donc je suis carrément allé voir des comptes entiers qui étaient dédiés à ça pour voir comment ça en parlait. On fait vraiment les étapes les unes après les autres. J'ai pas voulu tout griller en allant directement à la source. J'ai vraiment voulu comprendre petit à petit comment tous ces gens réussissaient à penser. Et j'ai essayé donc de chercher des points communs entre toutes les vidéos et tous les comptes. Et alors l'un des premiers points communs qui a jailli devant mes yeux, en fait, c'était le mot très récurrent qui était donc encore une fois en anglais, parce que tout ce que je regarde c'était en anglais, vu que toutes ces traînes, pareil, elles nous viennent des États-Unis ou en tout cas de pays anglophones. C'était le mot de stoïcisme, donc stoïque ou stoicism en anglais. Je voyais ce mot tout le temps apparaître et à l'époque je connaissais du stoïcisme, j'avais une très vague idée, j'avais un peu vu ça en terminale mais j'avais oublié et j'avais vu ça aussi dans des vidéos notamment de Cyrus North qui en parlait, voilà. Mais jusqu'ici, le stoïcisme, ça me pensait, comme tout le reste de la philo d'ailleurs, parce qu'à l'époque, je m'y intéressais pas du tout, ça me paraissait juste être un délire de mec qui a le temps d'étudier ça, alors que moi, j'avais clairement pas le temps, vu qu'à cette époque-là, j'étais dans les études. Enfin, je le suis toujours, mais à cette époque-là, je pensais que mes études et m'intéresser à d'autres sujets, c'était incompatible. Enfin, bref, ça aussi, on y reviendra. Mais alors du coup, en voyant ce mot stoïque, stoïcisme du coup en français, j'ai commencé à m'interroger et à me dire mais quel est le rapport entre une philosophie de la Grèce antique que j'en ai eu rien à faire quand j'étais au lycée et le fait d'aller mieux alors que justement on va mal. Qu'est-ce que ça a à voir fondamentalement? Donc là, j'ai toujours continué mes recherches sur TikTok. J'ai pas encore voulu aller voir des livres, aller voir Wikipédia. J'ai pas voulu griller des étapes. Je me suis d'abord vachement renseigné sur ce que TikTok pouvait me donner là-dessus. Et donc, je commence à tomber petit à petit sur des comptes, notamment Stoic Academy, qui à l'époque était un très bon compte pour ça. Je commence aussi à tomber sur des comptes beaucoup plus modestes où des gens en parlent très bien. Et en fait, les gens en parlent très bien parce qu'ils faisaient des vidéos à l'époque, donc des vidéos de motivation stoïciennes, c'est-à-dire qu'ils mettaient des mèmes stoïciens. Et à chaque mème, au-delà de rigoler, je me disais, putain, mais en fait, les stoïciens, c'est vraiment la manière la manière dont j'aimerais vivre. C'est-à-dire que très vite, je commence à voir des vidéos où les stoïciens, par exemple, ils apprécient la nature. Ça, c'est l'une des premières choses que j'avais compris du stoïcisme via TikTok. C'est-à-dire que les stoïciens s'émerveillent devant des arbres, s'émerveillent devant des lapins, s'émerveillent devant des chats, ils s'émerveillent devant tout ce que la nature peut faire. Et en comparaison avec d'autres gens qui se plaignent de tout, moi je me disais mais c'est génial, être stoïcien ça veut dire que tu ne te plains jamais et que tout est un cadeau. Donc j'ai commencé à essayer de faire ça moi-même. Bon, évidemment j'ai mis vraiment plusieurs mois à y arriver, mais ça on y reviendra aussi. Puis je voyais aussi que le stoïcien, l'une des caractéristiques qui me plaisait beaucoup, c'est que le stoïcien aimait le travail pour le travail. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas la récompense que le travail permettait d'avoir, il aimait vraiment juste travailler pour travailler, au sens de Sisyphe, quoi. J'ai aussi du coup entendu parler du mythe de Sisyphe et de l'interprétation que Albert Camus en fait. Et j'ai commencé vraiment à me dire, mais c'est exactement ce vers quoi je veux tendre en fait.
Je pense que c'est surtout ça qui m'a sorti de ma passe, c'est de trouver quelque chose, à trouver un modèle en fait. C'est ça qui permet aussi de sortir d'une mauvaise passe, c'est de trouver un modèle vers lequel tu veux tendre. Parce que quand tu n'as pas de modèle, pardon, tu ne sais pas vers quoi tu veux aller. Mais une fois que tu en as un, tu as une route qui se trace devant toi et du coup, tu n'as plus qu'à l'emprunter. Alors, tu n'as plus qu'à, c'est facile à dire, mais je trouve sincèrement que trouver un modèle dans la vie, c'est beaucoup plus difficile que de le suivre en fait. Mais donc moi, ça y est, j'avais enfin un modèle à suivre, donc j'ai commencé à me demander, bon très bien, j'ai mon modèle, je sais vers quoi je veux tendre donc vers le stoïcisme, c'est-à-dire m'intéresser à la nature et me plaire dedans, me contenter de choses simples, aimer le travail pour le travail, et ensuite pour ce qui était de la gestion des émotions, les stoïciens disaient qu'il ne fallait pas ressentir ses émotions totalement et tout. Bon, déjà à l'époque, je sentais que j'étais pas totalement d'accord, mais j'ai commencé par acquiescer avec ses idées et c'est plus tard vous allez voir que j'ai un peu essayé de remettre ça en question pour moi en tout cas, c'est pas du tout une remise en question de la théorie globale du stoïcisme. Mais voilà, alors du coup, comment est-ce que concrètement, une fois qu'on a trouvé l'idée de ce qu'on veut être, comment est-ce qu'on fait pour l'appliquer? Alors ça a été beaucoup moins évident parce que malgré tout ce que je consommais sur TikTok, quand je me retrouvais face à la réalité de la vie, bah, il y a plein de fois où je réagissais par impulsion et c'est qu'après l'événement où je me disais mais t'as pas du tout agi de la manière dont tu voulais devenir. T'as pas du tout réagi d'une manière stoïcienne. Typiquement, j'étais en randonnée avec mes parents et je commence à me plaindre de quelque chose alors que je suis dans un endroit absolument magnifique. Là, je me suis dit, attends, mais c'est pas du tout comme ça que tu voulais agir. Essaye de vraiment réfléchir sur ce que tu as lu du stoïcisme. Alors quand je dis lire, c'est encore une fois les citations, ce que les gens en disaient sur TikTok. Il ne faut pas penser que c'est parce que ça vient de TikTok que c'est nécessairement faux ou stupide. Les idées qui étaient sur TikTok, moi, elles m'ont vachement séduite parce qu'elles avaient l'air très profondes et qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, ce qui compte, c'est juste que ça m'a fait réfléchir de la bonne manière à ce que je voulais être. Et du coup, petit à petit, au début, c'était très difficile parce que bah, le stoïcisme, c'est quelque chose à laquelle je pensais pas souvent. Il fallait souvent y revenir et y penser. Mais au bout d'un moment, ça a commencé à devenir, on va dire, une sorte de seconde nature, une habitude que je prenais petit à petit à me dire, ok, en fait, pour penser le stoïcisme, il faut être dans tel mode de sérénité, c'est-à-dire ne pas chercher l'affrontement, ne pas chercher l'adversité, ne pas chercher le conflit, essayer toujours de se concentrer sur les choses que tu peux contrôler et tout. Et donc au début c'est compliqué, surtout si c'est pas ta nature de base. Moi je suis de nature assez pacifiste, donc sur le conflit j'avais pas de problème, mais c'était plutôt sur le fait de pas se plaindre. J'étais quelqu'un qui se plaignait beaucoup avant, donc c'était compliqué. Mais petit à petit, à chaque fois quand tu te plaignais, tu te fais de plus en plus la remarque que tu le fais, et plus tu te fais la remarque, plus tu arrêtes de le faire parce que c'est ce vers quoi tu veux tendre. Et du coup, au final, je me suis retrouvé très heureux à arrêter de me plaindre en fait. Et du coup, maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la deuxième étape de mon processus de guérison. Enfin, c'est-à-dire que j'ai d'abord voulu m'en sortir. Là, j'ai trouvé pourquoi et comment je voulais m'en sortir. J'ai réussi à débuter le processus pour m'en sortir, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, donc arrêter de me plaindre, profiter de la nature et tout. J'ai commencé, mais maintenant on va voir comment est-ce que je l'ai confirmé et surtout comment je l'ai amélioré par rapport à l'idée de base que je m'en étais faite. Alors moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour mes études, je me suis donc rendu en Suède pendant 4 mois, donc du 2 mars 2023 au 29 juin 2023, ce qui était mes dates de stage. Et donc d'ailleurs, je suis arrivé sur le sol suédois le jour de mes 21 ans, vu que je suis né le 2 mars. Et donc en arrivant en Suède déjà, la première chose qui m'a sauté aux yeux, et dont je me suis très vite aperçu, c'est que ça allait être parfait pour mon processus de guérison parce que j'étais loin de tout ce qui pouvait me rappeler mon passé. Et le passé, c'est quelque chose qui, forcément, quand on veut guérir, est très mauvais parce que c'est ce qui nous rappelle tout le temps ce qu'on a fait de bien ou de mal, ce qu'on a vécu de bien ou de mal. C'est quelque chose qui peut nous rendre tout le temps soit nostalgique, soit triste. Ça peut aussi nous rendre heureux par moments, mais voilà, globalement, c'est pas quelque chose de bon pour guérir. Et là, je me suis retrouvé dans un endroit tout nouveau. Il n'y avait pas du tout la même température. Personne que je connaissais à 2000 km à la ronde. C'était vraiment juste un bonheur absolu. Même si au début la solitude en tant que telle m'a fait souffrir, mais c'était pas lié à mes précédents problèmes, c'est juste que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amis et d'un coup j'en ai pas eu pendant plusieurs semaines, donc ça m'a fait bizarre, mais ça c'est autre chose. En fait, j'ai réussi à apprécier des choses encore plus simples que ce que j'appréciais déjà en France. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé en Suède,
l'une des premières choses que j'ai faites en arrivant, j'ai posé ma valise, j'ai rangé mes affaires, j'ai mis mes écouteurs, j'ai pris ma doudoune et je suis sorti et j'ai marché pendant 2 heures sans aucune idée de où j'allais. J'ai juste marché au milieu de nulle part et c'est là où j'ai eu le grand moment de réalisation de l'exil, c'est-à-dire je suis loin de tout, je suis loin de mon passé et qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que je suis libéré, un sentiment de liberté fou où on se dit qu'on peut prendre n'importe quelle rue et qu'il n'y aura pas les parents pour nous gueuler dessus parce qu'il ne faut pas aller là, il n'y aura pas la petite copine pour nous dire qu'elle ne veut pas aller ici, qu'elle veut rentrer. C'est vraiment un sentiment de liberté absolue et je pense que déjà pour la guérison, avoir ce sentiment de liberté là, c'est très important parce que c'est ce qui te permet de te retrouver uniquement avec ce que toi tu veux avoir dans ta vie pratique et ça c'est vraiment génial. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de pousser mes réflexions donc sur le stoïcisme un peu plus loin que simplement du coup ce que des gens sur TikTok disaient. Là, j'ai commencé à essayer d'y réfléchir par moi-même. C'est-à-dire, j'ai commencé à remettre en question ce que j'avais appris via le stoïcisme en me disant, ok, c'est très bien de ne pas vouloir ressentir des émotions, mais moi j'ai quand même envie de pouvoir être heureux à fond quand je peux être heureux à fond. J'ai quand même envie de pouvoir être amoureux si je dois retomber amoureux. Voilà, j'ai pas envie de m'interdire tout ça. Donc j'ai foncé sur cette route-là et j'ai commencé à adorer ce que ça me montrait, c'est-à-dire que j'ai commencé à vachement réfléchir de moi-même, à avoir des idées de moi-même, à même du coup créer du contenu sur Internet de moi-même parce qu'une fois que j'ai trouvé des idées qui m'étaient propres, j'ai commencé à donc diffuser des messages de stoïcisme sur TikTok doucement. J'avais déjà un TikTok à 6000 abonnés parce que dessus je partageais d'autres trucs, enfin bref. Et en ayant toutes ces idées-là, que j'ai commencé à communiquer sur TikTok, je me rendais quand même compte que c'était pas encore très original. Donc j'ai commencé à vouloir vraiment pousser encore plus loin la réflexion sur cette idée de stoïcisme, notamment sur celle de la gestion des émotions. Le problème, c'est que pour faire une chose pareille, il faut quand même avoir des connaissances sur le stoïcisme beaucoup plus profondes et théoriques que des vidéos TikTok. Parce que je le rappelle, jusqu'ici, je n'avais rien lu. Je n'avais pas lu de Sénèque, je n'avais pas lu de Marc Aurèle, je n'avais rien lu. Et donc ça doit être au mois, je crois, de mai ou de avril que j'ai commencé à me dire, allez, maintenant tu vas écouter un podcast. J'ai commencé par les podcasts parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui a vraiment du mal avec les lectures. Mais voilà, tu vas écouter un podcast sur les lettres à Lucilius de Sénèque parce que en commençant à me renseigner plus en profondeur sur comment lire du stoïcisme, parce que ça, il suffit juste d'aller sur internet et de taper lire stoïcisme ou même de demander à ChatGPT. L'un des livres qui revenait le plus, c'était effectivement les lettres à Lucilius de Sénèque avec les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, le manuel d'Épictète, la vie heureuse de Sénèque, etc. Moi, j'ai décidé de commencer par les lettres à Lucilius en podcast. Alors, ça ne veut pas dire que j'écoutais les lettres lues sur un podcast. En fait, j'écoutais un podcast de France Culture sur lequel une présentatrice en 4 parties invitait 4 philosophes pour parler d'un extrait des lettres ou pour parler plutôt d'un thème autour de ces lettres. Donc le premier c'était la mort, le deuxième c'était l'argent, etc. Et là déjà ce qui est génial c'est que quand on rentre plus dans la théorie de ce qui nous intéresse, on commence à pouvoir vachement mieux pouvoir le critiquer en fait. Et ça c'était vraiment une sensation folle, c'est-à-dire que je rentrais sur mon vélo avec le podcast dans les oreilles et au milieu du voyage, je coupais le podcast et je parlais à voix haute tout seul dans la rue en contredisant ce que le présentateur ou ce que Sénèque disait parce que je me disais que c'était pas comme ça que moi je voyais les choses, que je pense qu'on pouvait penser d'une manière un peu plus nuancée, que je pense que ce qu'il disait c'était beaucoup trop brut et beaucoup trop inhumain dans la façon d'être. Pour vous donner un exemple sur la gestion du temps que Sénèque proclame, l'une des phrases qui moi m'avait un peu déboussolé quand je l'ai entendu la première fois, c'est il dit que il faut être avare du temps. C'est-à-dire que le temps est la seule chose de laquelle on doit être avare dans la vie. Alors avare, ça veut dire qu'on veut la garder pour nous. Et moi, c'est quelque chose qui m'a profondément fait bizarre parce que je me suis toujours dit que j'aimais rendre service aux gens, que j'aimais faire le bien autour de moi et que du coup, donner du temps aux autres, c'était aussi en donner à moi d'une certaine manière. Donc, est-ce que dans ce cadre-là, c'est rester avare du temps ou pas? Pareil, ça, on y reviendra plus en profondeur. Mais voilà, j'ai commencé à me poser ce genre de questions, à remettre en question ce que Sénèque disait sur ce genre de sujet. Et voyant que ça marchait bien et que ça poussait ma réflexion stoïcienne jusqu'au bout, j'ai commencé du coup à en parler sur internet via des mini podcasts de 3 minutes sur TikTok que j'écrivais à la main.
Et ça m'a vraiment plu. Ça a pas marché en termes de statistiques, mais je vais le dire une bonne fois pour toutes, mais même si je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne fais absolument pas tout ça pour des statistiques, pour de la popularité ou pour de l'argent. Je fais vraiment ça parce que j'aime partager ce que je pense, parce que ça m'aide à extérioriser des pensées que trop nombreuses dans le corps fermé d'un adolescent de 21 ans. Enfin, je suis plus un adolescent, mais vous avez capté. Et donc j'ai commencé à faire ça à peu près vers la fin de mon stage en Suède, donc on est en juin 2023. J'ai passé mon été à continuer à réfléchir à ces sujets, mais cette fois-là avec carrément des livres, c'est-à-dire que j'ai commencé à acheter des livres de philosophie. Donc j'ai acheté La vie heureuse de Sénèque, La constance du sage de Sénèque, j'ai acheté le manuel d'Épictète, j'ai aussi acheté l'Atlas de la philosophie ainsi que Penser pour moi-même de Marc Aurèle. À l'heure où je vous parle, j'ai fini La vie heureuse et j'ai presque fini La constance du sage. Ça a mis du temps à être lu parce que c'est de la philosophie et que la philosophie ça se lit très difficilement, c'est-à-dire que c'est des phrases à très grosse rallonge avec beaucoup de virgules, avec du langage très soutenu et moi j'ai un peu du mal parce qu'encore une fois je le répète, je ne suis pas du tout un grand lecteur donc ça a été quelque chose d'assez difficile pour moi. Mais donc j'ai passé tout mon été à lire ça, à en parler avec ma famille, avec surtout mon père qui est quelqu'un qui adore la philosophie, donc c'était vraiment génial. On a pu s'échanger plein d'idées, il a pu aussi me donner sa vision des choses qui ne sont pas du tout stoïciennes, mais qui a quand même des bonnes idées. Et donc je me retrouve maintenant en octobre 2023 à vous parler de tout ça, c'est-à-dire de tout ce que j'ai réussi à comprendre, de tout ce que j'ai réussi à modifier, de tout ce que j'ai réussi à vouloir apprécier et à vouloir élargir à quelque chose de beaucoup plus large et à un dessin beaucoup plus noble, entre grands guillemets. Et donc je suis très content de voir que ma guérison, qui à la base était juste une rupture amoureuse, bah, cette guérison s'est carrément transformée en véritable façon de vivre. Et c'est-à-dire que maintenant, je suis totalement capable de faire la différence entre mes émotions, je suis capable de faire en sorte que mes émotions n'influent pas sur ma qualité de vie, qu'elle soit sociale ou personnelle, je suis capable de vivre très bien tout seul parce que je suis heureux tout seul, je m'en sors vraiment bien dans tout ce qui est relations humaines, j'ai l'impression d'être une DRH, mais je veux dire que je m'en sors bien avec tous mes amis. Je suis content des amis que j'ai, de l'entourage que j'ai. Je suis très content de tout ce qui se passe dans ma vie. Dès que je me réveille, dès que je vois un arbre, dès que il m'arrive quelque chose, je suis heureux. J'arrive à m'émerveiller devant plein de choses. Donc voilà, je suis très content, mais vraiment exceptionnellement content de constater, de regarder en arrière et de voir ce qui s'est passé depuis ces ruptures et de voir que non seulement j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à m'en sortir sans haine et en plus j'ai carrément réussi à m'en sortir en apprenant des nouvelles choses. Donc vraiment c'est peut-être en fait finalement la meilleure chose qui me soit arrivée cette rupture. C'est absolument un bonheur de pouvoir aujourd'hui en parler avec vous. Enfin voilà les amis, cet épisode est à présent terminé. Donc voilà, je sais que c'était pas encore l'épisode peut-être que beaucoup de gens attendaient sur des sujets vachement plus précis. Mais voilà, je peux vous dire que dans les prochains épisodes, on va parler de choses beaucoup plus concrètes, philosophiquement parlant, je veux dire. Je vais pas juste donner des exemples comme ça à la va-vite. On va parler du coup de comment diviser ses émotions. Je vais essayer de vous présenter ce que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire la mise en métaphore de plein de choses. Donc la métaphore de la rivière, la métaphore du chemin, qui sont des métaphores que j'ai développées déjà sur TikTok. Qui sont de mon fait. Alors, quand je dis qu'ils sont de mon fait, c'est pas une fierté en mode ouais, c'est mes droits et si vous devez utiliser cette métaphore, vous me citez, ça je m'en fiche. C'est juste que c'est des métaphores que j'ai réussi à développer et que donc, si je vous dis comment j'ai réussi à les développer, peut-être que vous allez trouver les métaphores qui vous plaisent. On parlera aussi de la brièveté de la vie. Je vais peut-être commenter aussi des passages de Sénèque avec lesquels du coup je suis pas d'accord. Je vais aussi revenir sur l'aspect réaliste de tout ce stoïcisme, c'est-à-dire comment vraiment être un stoïcien quand, par exemple, on a un travail de 9h à 17h tous les jours et qu'on habite à Paris. Voilà, je vais essayer de parler de plein de choses différentes, mais ce sera donc dans les prochains épisodes. Mais maintenant, vous avez le cadre, vous savez qui je suis, d'où je viens, comment j'ai fait et pourquoi est-ce que je fais tout ça. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, ou même si vous voulez discuter de questions plus générales dans les commentaires, n'hésitez pas. Je rappelle que moi, mes messages privés, ils sont toujours ouverts. Si vous avez des questions plus précises, si vous voulez interagir, etc., il n'y a aucun problème. Et je vais terminer bien sûr par faire la pub classique, c'est-à-dire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, au compte TikTok,
à la chaîne Twitch. Il y a aussi un serveur Discord que j'ai ouvert spécialement juste pour vous, pour que vous puissiez échanger avec des gens qui soient bienveillants, que ce soit positif, et même des fois si vous avez besoin d'aide dans votre vie, ça peut être des choses très banales ou ça peut aussi être des choses beaucoup plus personnelles. N'hésitez pas à le rejoindre, voilà, tous les liens sont évidemment dans la description. Moi, je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère que vous allez passer une excellente semaine, que vous allez être très heureux dans votre vie. Je vous salue énormément. Merci beaucoup pour la force que vous donnez, quels que soient les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine, les refs. Ciao, ciao!